deux mots, Devolis, on est un pure player Microsoft qui existe depuis 14 ans maintenant. On est basé à Rouen et on intervient sur tout l'ouest de la France et l'Île-de-France, on va dire, en termes de services. On a également une autre offre qui est en bas à droite qui s'appelle Jellybot, qui est un moteur de chatbot où là on a une couverture nationale, donc sur des sujets d'agents conversationnels de tout type. On est donc partenaire Gold, triplement certifié Gold, et on pratique alors le SharePoint depuis je dirais, les débuts de Devolis, parce que c'est le sujet du jour. On a une équipe de multi-certifiés composée de 6 personnes qui travaillent autour des problématiques SharePoint au quotidien. On fait également du développement d'applications traditionnelles, de la data et de la data science, tout ce qui est déploiement d'outils collaboratifs Microsoft, donc on pense à SharePoint bien sûr, mais aussi à Teams, et voilà, plateforme no-code, low-code de Microsoft Power Platform, donc sur l'ensemble des modules, et du RPA. Voilà, et on va se faire un plaisir donc de parler aujourd'hui de Cortex en avant, un petit peu en avant-première, hein, parce que le produit est vraiment tout frais, voilà, tout récent. Donc je laisse la main à Guillaume. Merci David, je vais me présenter à mon tour. Donc, je suis Guillaume Renard, je fais partie de l'équipe de consultants Microsoft 365 dont David vient d'évoquer. Voilà, on accompagne les clients sur la mise en place de solutions collaboratives avec les outils Microsoft 365, dont ils sont listés ici, SharePoint, Teams, OneDrive, Yammer, tout ce qui va toucher autour de la Power Platform, et puis toujours un petit peu de développement aussi autour de tous ces outils avec les nouveaux frameworks de développement, SPFX notamment. Alors, je ne veux pas forcément. Si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas à les poser, à prendre la parole, ou alors à les écrire dans le chat. Je ne verrai pas forcément encore de session, mais je les parcourrai en fin de webinaire pour y répondre. Mais sinon, si vous avez besoin d'une précision, n'hésitez pas à réactiver votre micro plutôt et à poser votre question. Le sommaire de ce webinaire, donc on va parler du projet Cortex et des deux outils qui le composent aujourd'hui, donc à savoir SharePoint Syntex et Viva Topics. Et donc je ferai une petite démo de ces deux outils au cours de la présentation. Donc le projet Cortex, c'est une nouvelle technologie donc, qui a été annoncée il y a déjà bientôt 2 ans lors de l'Ignite 2019, donc dans la grande messe de Microsoft, qui était présenté à l'époque comme le nouveau service majeur de Microsoft 365 depuis le lancement de Teams en 2017. Et l'objectif de ce projet Cortex, voilà, c'est de transformer tout votre contenu Microsoft 365 en connaissances. Alors pour ça, il va s'appuyer sur plusieurs outils qui vont permettre d'extraire des thèmes, des informations qui sont dans vos documents, des informations clés, qui va vous permettre d'organiser le classement, le tagage automatique de vos documents, de vos informations. Tout ça afin de tisser un réseau de connaissances basé sur les relations entre les différents sujets, les différents contenus et les différentes personnes. Toute cette technologie repose sur trois briques essentielles de Microsoft 365, à savoir le graphe, donc l'API de Microsoft qui permet d'interconnecter tous ces outils au sein de Microsoft 365. On va avoir tout ce qui est le moteur de recherche, donc qui est lui aussi global à Microsoft 365, qu'on retrouve dans différents outils, dans SharePoint, dans Teams notamment. Et donc la brique de gestion documentaire, un petit peu de Microsoft 365, qui est SharePoint. Donc ces trois éléments fonctionnaient déjà ensemble. La recherche, elle existait déjà dans SharePoint, le graphe était déjà utilisé aussi, mais on va venir rajouter cette brique d'intelligence artificielle autour de ces trois outils
pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, à savoir SharePoint Syntex, qui était le premier outil annoncé sur cette technologie Cortex, annoncé, qui est sorti finalement en octobre de l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent, et qui va fonctionner comme un centre de contenu qui va reposer, comme son nom l'indique, essentiellement sur la plateforme documentaire SharePoint. Et donc on va venir intégrer de l'intelligence artificielle avancée pour faire de l'apprentissage automatique de contenu, pouvoir traiter automatiquement ces contenus et ajouter de l'expertise humaine. Le deuxième outil qui était annoncé sur le projet Cortex, c'est Topics. Alors Topics, depuis, il a un petit peu changé de nom, il a été intégré à la nouvelle plateforme que Microsoft a sortie et qui s'appelle Viva, qui est composée de quatre outils aujourd'hui, avec Viva Learning, Viva Topics, Viva Connection, et j'ai oublié le quatrième. Mais Topics, c'était vraiment quelque chose qui était un produit qui était lancé avec Cortex, et finalement il a été un petit peu rattaché à Viva, mais n'empêche que les fonctionnalités sont toujours les mêmes. Donc Viva Topics a été sorti là tout récemment, le mois dernier, et lui va fonctionner non pas en centre de contenu, mais plutôt en centre de connaissances, qui va permettre aux utilisateurs d'avoir de l'information directement dans les outils qu'ils utilisent au quotidien, donc à savoir Outlook, SharePoint ou Teams. Voilà, Topics va venir vraiment organiser automatiquement tout le contenu et l'expertise dans l'organisation, qui va permettre aux personnes d'accéder très facilement aux informations et de mettre leurs connaissances à profit. 3 avantages de ce projet Cortex. Le premier, c'est gérer plus efficacement les informations. On va avoir un scan automatique des documents qui va permettre de trouver les informations pertinentes et venir les cataloguer en les donnant dans un format plus standardisé et plus facile à traiter. Le deuxième avantage, c'est obtenir de meilleures connaissances, permettre aux employés d'acquérir de meilleures connaissances, apporter l'information aux employés au lieu d'amener les employés à l'information. Et le troisième point, c'est obtenir une meilleure compréhension grâce à l'analyse. Voilà, les centres de contenu qui rassembleront des analyses qui vont nous permettre la production de rapports et aider les organisations à mieux comprendre comment leur contenu est utilisé. Donc on va passer sur le premier sujet, donc les SharePoint Syntex. Voilà, une vue d'ensemble des différentes fonctionnalités de cet outil. Donc ça va vraiment être venir créer des modèles d'intelligence artificielle à travers d'outils no-code pour extraire des contenus plutôt, les informations, pour faciliter le classement, favoriser l'automatisation et améliorer la recherche et le travail d'équipe. Donc c'est vraiment créer des modèles qui vont comprendre les contenus qu'on dépose au sein de SharePoint, qui vont être capables d'en extraire les informations principales et venir enrichir les métadonnées qui sont liées à nos documents. Donc, tout ça dans un but de retrouver plus facilement l'information, de faciliter la recherche, de faciliter le travail d'équipe, mais également traiter automatiquement du contenu. On va pouvoir, à partir de ces informations qui sont extraites des documents, déclencher des processus automatisés. Et enfin, ça va nous permettre aussi de gérer tout ce qui est conformité et protection du contenu. Avec les informations qu'on va en extraire, on va être capable d'appliquer des étiquettes de rétention ou des étiquettes de confidentialité directement sur nos documents de façon automatique. SharePoint Syntex, il utilise vraiment 2 types de modèles bien distincts. On verra dans la démo que voilà, on est sur deux façons de faire. La première, c'est le traitement des formulaires, qui va être orienté analyse de documents qui sont structurés, à l'instar de la compréhension de documents, où là, le système va être capable de comprendre, en tout cas, on va l'entraîner, on va l'aider à comprendre et à ressortir des informations de documents qui sont non structurés ou semi-structurés. Donc on a 2 fonctionnements bien distincts, les traitements de formulaires qui vont être créés dans l'AI Builder. Donc l'AI Builder, c'est le moteur
d'intelligence artificielle de Microsoft 365. Et tout ce qui est partie compréhension de documents, ça va être créé dans le centre de contenu. On va voir dans la démo à quoi correspond ce centre de contenu. Un point important sur ces deux types de modèles, le traitement de formulaire, le modèle d'intelligence artificielle qu'on va créer pour traiter ces formulaires ne va pouvoir s'appliquer qu'à une seule bibliothèque, à l'inverse de la compréhension de documents où on va pouvoir appliquer ce modèle à plusieurs bibliothèques de documents. Quelques limitations sur la reconnaissance d'informations au sein de ces fichiers. Pour le traitement de formulaires, le système aujourd'hui n'est pas capable de lire des PDF qui peuvent être édités, c'est-à-dire remplis avec des champs que l'utilisateur va pouvoir venir renseigner. Et si jamais on fait de la reconnaissance en traitement de formulaire avec des fichiers papier, donc qu'on viendrait scanner, il faudra obligatoirement faire de la numérisation en haute qualité pour que le système puisse traiter correctement les fichiers. Sur la compréhension de documents, on a des limites en taille. Pour tout ce qui est fichier Office, le système va automatiquement tronquer le fichier à 64 000 caractères et ne va pas faire la recherche d'informations dans la suite du document. Et pour les fichiers numérisés, donc OCR, ils vont être limités à 20 pages. S'il y a plus de pages, là aussi, le système ne les prendra pas en compte. Deux petits cas d'utilisation sur ces deux types de modèles de traitement. Le premier sur du traitement de formulaire, donc des fichiers vraiment bien structurés. Par exemple, le traitement des factures. Dans les organisations, voilà, on est souvent amené à recevoir des factures de différents fournisseurs, mais ces factures, en fonction des fournisseurs, ont toujours le même format. Donc on va être capable d'apprendre au système, à un modèle d'intelligence artificielle, comment aller lire ces factures et en extraire les informations qu'on souhaite. Donc pour ça, on va aller créer une bibliothèque de documents dans laquelle on sait qu'on va aller stocker ces fichiers, ces factures. On va créer notre modèle d'intelligence artificielle et on va lui pousser quelques fichiers d'exemple pour l'entraîner. Et ensuite, on va sélectionner, une fois qu'il sera capable de reconnaître ces fichiers, sélectionner les informations qu'on souhaite en extraire, comme le montant, la date de la facture, etc. Et on va pouvoir déclencher automatiquement des flux Power Automate pour faire de la notification, pour faire de la validation. Par exemple, on pourra déclencher un flux sur chacune des factures. Si le montant de la facture est inférieur à 1 000 €, alors on la valide directement. Si le montant est supérieur, on démarre un workflow d'approbation à plusieurs étapes, par exemple, avant de valider la facture. Autre cas d'utilisation, pour des documents qui sont là, pour le coup, non structurés, pour faire du suivi d'informations contractuelles. On reçoit des contrats de différentes sociétés qui ne sont pas vraiment de la même, construits de la même manière. Même une société peut envoyer plusieurs contrats qui ne sont pas du tout construits de la même façon. Et donc pour ça, on va créer plutôt un modèle de traitement de documents dans lequel on va là aussi télécharger des fichiers exemples pour apprendre au modèle à reconnaître dans un premier temps les fichiers, donc savoir détecter quel type de contrat c'est, si c'est bien un contrat ou pas. Et dans ces contrats, on va aller lui apprendre à rechercher à l'intérieur du document. Donc là, à l'inverse des formulaires où on ne va pas lui dire le montant il est à tel endroit dans le fichier, là on va lui indiquer que les informations principales, par exemple, l'émetteur du contrat, ça va plutôt en haut du document, avec son nom, son prénom, son adresse. Les informations qui vont nous intéresser dans le contrat vont être un petit peu plus loin dans le document. Donc tout ça, va falloir apprendre au modèle, au système, comment aller chercher les différentes informations. Et là, dans l'exemple, c'est dans le but d'appliquer des étiquettes de rétention. Voilà, si on a un contrat de tel type, on sait que ce document, on a une obligation légale de le conserver pendant 5 ans. Donc on va être capable, de façon automatique, de repérer quel type de contrat et d'appliquer l'étiquette de rétention qui convient à ce type de document. Avant de passer à la démo, un petit point sur le coût de cet outil SharePoint Syntex. La licence, elle est à 4,20 € par mois par utilisateur.
À savoir un point important au niveau de SharePoint Syntex, on a parlé des deux modèles de traitement de documents. Pour la partie traitement de formulaire, on repose sur le modèle AI Builder, l'outil AI Builder de Microsoft 365. Et pour pouvoir utiliser l'AI Builder, il faut des crédits de reconnaissance d'intelligence artificielle. Et donc pour ça, il va falloir acheter, si on veut faire du traitement de formulaire avec SharePoint Syntex, acheter des crédits AI Builder pour pouvoir traiter les documents. À savoir que si on a plus de 300 licences SharePoint Syntex, on a d'offert, entre guillemets, 1 million de crédits AI Builder. Si on a moins de 300 licences, il va falloir en acheter. Il y a une calculatrice, j'ai mis l'adresse dans le slide, qui va permettre de calculer selon les types de formulaires à reconnaître. Enfin, l'AI Builder permet de faire autre chose que du traitement de formulaire. Il est capable de faire de la reconnaissance d'objets, de la reconnaissance de cartes de visite. Enfin, voilà, il y a plusieurs modèles qu'on peut utiliser avec l'AI Builder. Là, celui qui va nous intéresser, c'est pour le traitement des formulaires. Donc voilà, la calculatrice permet, en fonction des types de reconnaissance, de calculer son coût mensuel et pour l'achat des crédits nécessaires pour utiliser cette fonctionnalité. Voilà, j'ai fini pour cette partie présentation de Syntex. Donc on va passer à la démonstration. Voilà, alors SharePoint Syntex, comment on le met en place? Bon, déjà, il faut souscrire au service auprès de Microsoft 365. Et une fois qu'on a souscrit à service, donc ça se passe dans le centre d'administration de Microsoft 365, on va dans les configurations et on va trouver ici dans la partie fichiers et contenus, automatiser la compréhension de contenu. Donc, quand on active ce service, il va automatiquement nous créer un centre de contenu par défaut, parce qu'on a la possibilité de créer plusieurs centres de contenu. Donc, il nous crée pour ça une collection de sites spécifiques dans SharePoint. Une fois qu'on a créé ce centre de contenu, une fois qu'on a activé ce service, donc on va pouvoir attribuer des licences à nos utilisateurs, des licences SharePoint Syntex, toujours dans le centre d'administration de Microsoft 365. Voilà, ici dans les licences, on a les licences SharePoint Syntex. Chaque utilisateur donc, qui possède cette licence va pouvoir utiliser les modèles de reconnaissance de documents. Donc on va aller sur ce centre de contenu qu'on a créé depuis l'interface d'administration. Donc on peut en créer plusieurs. Si on va sur le centre d'administration de SharePoint, on a la possibilité ici, sur la création de site, de sélectionner le modèle centre de contenu. Donc, on va pouvoir créer plusieurs centres, donner des accès différents à différents utilisateurs pour qu'ils puissent créer leur modèle sans pour autant que ce soit des modèles qui soient communs à toute l'organisation. On peut faire des séparations par service, par exemple. Donc le centre de contenu, on va retrouver la partie modèle. C'est ça qui va nous intéresser pour créer des modèles de reconnaissance de documents. Donc c'est très simple. Je crée un nouveau modèle, je lui donne un nom. Et voilà. Et donc ensuite, il me met les actions clés que je vais devoir effectuer sur mon modèle pour pouvoir après aller l'utiliser dans les librairies. Voilà, la finalité, c'est de venir l'utiliser sur mes bibliothèques de documents. Une première étape, c'est de venir ajouter des fichiers exemples. J'ai créé un modèle pour reconnaître mes contrats. Je vais aller chercher sur mon poste des fichiers qui correspondent au contrat que je veux reconnaître. Alors, le système demande, pour être sûr d'être bien entraîné, 5 fichiers du même type, mais aussi un fichier de type différent, pour qu'il soit capable de bien faire la différence entre les contrats qu'on veut reconnaître et ceux qui n'en sont pas. Donc là, je prends voilà, différents fichiers.
il va me les ajouter dans la bibliothèque de documents et je vais les indiquer au système comme étant les fichiers d'entraînement. 2, 3, 4, 5, il m'en manque un, on va prendre celui-là. Donc là j'en ai pris 5 qui font partie de mon modèle et un qui ne fait pas partie de mon modèle. Donc j'ajoute ces 5 documents. Donc je les retrouve ici, là, les fichiers exemples pour l'entraînement. Et je vais ensuite créer des extracteurs. Donc les extracteurs qui vont me permettre d'indiquer au système quelles sont les informations que je veux extraire de mes documents. Donc la première information que je vais extraire, c'est à qui le contrat est adressé. Donc je crée un extracteur et à l'intérieur du document, donc je vais aller indiquer où dans le contrat l'information est située. Donc ici, je vais indiquer qu'elle se trouve ici. Je vais changer de document. Hop, pour chacun des documents, je vais aller indiquer où se trouve l'information. Donc toujours minimum 5 documents qui correspondent au format et un document qui ne correspond pas au format. Donc là, dans ce cas, je lui dis que il n'y a pas l'information au sein de ce document. Une fois que j'ai fait cette reconnaissance, ici je passe à l'entraînement et je vais rajouter des explications. Alors les explications sont importantes parce qu'elles vont indiquer au système où se trouve cette information à l'intérieur de documents. Donc ici je vais indiquer une explication en lui disant que avant mon information, je dois retrouver le mot-clé d'IA. Hop, ici, je peux indiquer si ça se trouve n'importe où dans le fichier ou si ça se trouve au début. Et j'ai la possibilité de déplacer le curseur pour lui indiquer en quelle section du document ça se trouve. Là, je vais lui dire n'importe où dans le fichier, ce sera important. J'enregistre, je vais créer une deuxième explication pour lui dire ce qui doit se trouver après. Hop, je vais mettre une virgule. J'enregistre. Une fois que j'ai créé mes deux explications, je vais pouvoir entraîner le modèle. Et ici, il va me ressortir les informations. Donc là, il a trouvé. Là, il a dit que ça matchait. Il a trouvé l'information, sauf dans celui-ci où il n'a pas trouvé de correspondance. Donc voilà, j'ai créé mon premier extracteur. Je vais en créer deux autres. Il y en a un, ça va être pour la remise qui va se trouver à l'intérieur du document en pourcentage. Donc dans celui-ci, voilà, ici j'ai une remise de 5%. Hop, je vais taguer rapidement tous les documents. Ici 12, ici 10, et ici 8. Et dans celui-là, j'ai pas d'information. Donc je vais mettre no label et je vais aller entraîner mon modèle. Là aussi, je vais rajouter les explications. Donc je vais mettre avant ça et après save. J'entraîne mon modèle. Je vais voir si on retrouve bien les informations dans les documents. Voilà, donc j'ai retrouvé 5, 5, 10, 12 et 8. Un dernier extracteur à créer, ça va être la partie date de contrat. Donc ici, create extracteur, là, mes extracteurs, ils se retrouvent dans la liste ici. Date du contrat.
Hop, donc il se retrouve ici. Donc c'est un petit peu, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Hein, voilà, le renseignement des informations, permettre au système de reconnaître les documents, d'extraire les informations à l'intérieur de ceux-ci. Ça prend un petit peu de temps à configurer, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait très facilement au travers d'une interface totalement low-code, no-code là pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de développement à faire. Donc ici, je vais mettre as of. Et après, je vais mettre une virgule. Save. J'entraîne. Ici, il a trouvé quelque chose. This match. Label. Ici, je lui ai indiqué no label, mais il a trouvé quand même une information. Il a trouvé une date ici. Hop, et c'est pas grave. Alors, je vais lui rajouter une information supplémentaire. Une information qui n'ira pas dans celui-ci. Ici, la effective. Je vais regarder. Voilà. Hop, effective. On va rajouter cette explication. Save. Je rentraîne le modèle. Ok, donc là c'est bon. Il a bien passé le test à 100%. Donc j'ai créé mes 3 extracteurs. Et maintenant je vais aller entraîner mon classifieur. Donc il faut bien faire la différence entre le classifieur et les extracteurs. Le classifieur, c'est permettre au système de reconnaître le type de document. Donc savoir si on est bien sur un contrat ou si on est sur un autre type de document qu'on ne veut pas traiter. Et les extracteurs qui, eux, une fois le document reconnu, vont nous permettre d'extraire certaines informations du document. Donc ici, je vais créer 3 extracteurs pour aller ressortir 3 informations importantes de mes contrats. Et maintenant, je vais aller définir dans mon classifieur quels sont les fichiers qui sont des exemples positifs et des exemples négatifs. Donc le premier, là, je lui dis oui. Le deuxième aussi. Troisième, quatrième et cinquième. Le dernier, non. Voilà, donc là, il a un nombre suffisant de fichiers. Je vais pouvoir passer à l'entraînement. Pour faire l'entraînement, voilà, il a en explication déjà les 3 extracteurs que j'ai créés. Je vais pouvoir, donc là, il a déjà fait, pendant que je faisais les explications, mais il a déjà passé l'entraînement. Je le refais, et voilà, les fichiers. Les 5 premiers sont bien des fichiers, sont donc en positif, et le dernier qui n'en est pas un est en négatif. Voilà, j'ai terminé mon modèle donc pour permettre de retrouver et d'extraire les informations de mes contrats. Je vais maintenant aller pouvoir l'appliquer à une bibliothèque de documents. Donc pour ça, je vais aller créer une bibliothèque. Hop, ici j'ai un site SharePoint. Je crée une nouvelle bibliothèque de documents dans lequel je suis censé aller stocker mes contrats. Voilà, j'ai créé ma bibliothèque. Je vais pouvoir retourner dans mon centre de contenu pour appliquer ce modèle. Donc là, il retrouve mes différents sites liés à mon tenant. J'ai la possibilité de les chercher s'ils ne sont pas dans la liste. Donc moi, c'est ce site-là et je vais l'appliquer au contrat. J'ajoute. Et je retrouve ici donc mes fichiers exemples
pour reconnaître mes contrats, mes entités extraites de ces documents. Et ici, je retrouve les librairies qui sont associées à ce modèle. Si je retourne sur ma librairie ici, là, on va voir une petite différence. Là, je suis dans contrat. Si je retourne sur ma bibliothèque, voilà, ici, j'ai une petite information qui me dit que cette bibliothèque classe les documents à ma place. Et je peux voir les modèles qui sont rattachés à cette bibliothèque de documents. Donc ici, je vois que le modèle contrat a été appliqué par Guillaume Renard. Et j'ai la possibilité ici, en cliquant sur le lien, d'aller gérer le modèle, donc qui me renvoie sur la page de gestion dans mon centre de contenu. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur cette bibliothèque de documents, il m'a automatiquement rajouté les colonnes adresse, remise, date de contrat qui correspondent à mes extracteurs, ici. Donc ça veut dire que quand je vais aller déposer des documents à l'intérieur de cette bibliothèque, eh ben, il va aller me ressortir les informations et il va aller me les renseigner directement en propriété de mon document. Si vous aviez l'habitude de stocker des documents avec SharePoint et d'ajouter des propriétés, ajouter des colonnes sur vos bibliothèques, l'ancienne méthode, c'est j'allais chercher un fichier, je le déposais dans ma bibliothèque de documents, et une fois qu'il était déposé, bah, voilà, les propriétés étaient vides. C'était à moi d'aller renseigner les propriétés. Là, ici, une catégorie, un responsable et une date. Et ben, c'est là tout l'avantage de SharePoint Syntex, c'est que cette catégorisation, ce renseignement de propriété, va se faire complètement de manière automatisée. Je vais retrouver ici, non, je ne l'ai pas dans les... Ah si, ils sont là, mes contrats. Hop. Mes contrats, donc, sur lesquels mon modèle est appliqué. Je vais venir aller déposer un document. Hop. Donc là, je vais prendre un document qui correspond au type de contrat. Le document se charge, et là, j'ai une indication comme quoi une analyse du fichier est en cours et que les colonnes seront mises à jour avec les valeurs découvertes. Donc, on va attendre quelques secondes, mais les différents champs, adresse, remise et contrat, vont venir se renseigner de façon automatique. On a une option, évidemment, si on a une bibliothèque de documents déjà existante et sur laquelle on veut venir appliquer un modèle. L'extraction des informations sur un document va se faire lorsqu'on vient déposer le document ou lorsqu'on va le modifier. Et s'il y a déjà des documents existants à l'intérieur de la bibliothèque, on a la possibilité quand même de sélectionner tous les documents et de cliquer ici sur classifier et extraire, qui va exécuter le modèle d'intelligence artificielle et ressortir les informations des documents. Donc là, les informations ne vont pas tarder à ressortir. On a parlé tout à l'heure d'automatisation. On a la possibilité, avec la Power Platform, avec Power Automate, de déclencher des flux, des processus automatisés par rapport aux événements qui se passent sur les documents dans SharePoint. Donc je vais aller sur le Power Automate. En fait, on a un type d'événement particulier dédié à cet événement de classification des documents. Donc là, voilà, ici, j'ai déposé mon document. Il a reconnu que c'était un type de contenu contrat et il m'a ressorti les 3 informations qui étaient à l'intérieur de celui-ci. Il nous donne un indice de confiance sur l'information qu'il en a extrait, qui permet d'indiquer à l'utilisateur que voilà, il y a peut-être des doutes, le système n'est pas totalement sûr de son coup. Bon là, 99%, on peut lui faire confiance. Et élément important aussi, c'est la date de classification. Et c'est cette date de classification qui va nous permettre de générer des événements automatisés avec Power Automate. Ici, quand on va créer un flux Power Automate automatisé, dans les déclencheurs, j'ai un déclencheur spécifique de SharePoint qui s'appelle lorsqu'un fichier est classé par un modèle de compréhension de contenu SharePoint Syntex. C'est-à-dire que dès qu'un document va être détecté, analysé par un modèle de reconnaissance et que sa date de classification du coup va être renseignée, et ben, ça va venir déclencher
un flux Power Automate que je vais pouvoir créer moi-même pour déclencher des actions automatisées suite à la reconnaissance de ce type de document. Par exemple, en fonction de la remise, en fonction de la date, dire bah voilà, la date du contrat c'est dans 3 semaines, alors je vais déclencher un flux automatisé qui va me permettre d'éditer les nouveaux contrats, de lancer la signature automatique du contrat avec différents approbateurs, etc. On a la possibilité, on en a parlé tout à l'heure, d'appliquer des étiquettes de rétention sur les documents qui sont reconnus par le modèle. Donc pour ça, ça va se passer au niveau du modèle. Ici, dans les propriétés du modèle, j'ai mes labels de rétention. Donc ici, pour avoir des labels de rétention, bien sûr, il faut aller les créer d'abord dans le centre de conformité de Microsoft 365. Ici, dans la gouvernance de mes informations, j'ai créé une étiquette de rétention à 5 ans qui me permet de garantir que le fichier ne pourra pas être supprimé du système pendant 5 ans. Et donc cette étiquette de rétention, je la retrouve ici. Donc tous documents qui vont être analysés et classifiés en tant que contrat, je vais automatiquement appliquer une étiquette de rétention sur ces documents. Voilà pour la partie syntaxe. Je vais repasser sur la partie sur la présentation pour maintenant parler de Microsoft Viva, Viva Topics plus particulièrement. Donc ce nouvel outil qui a été lancé au mois de février dernier, donc tout récent, ça date du mois dernier. Je refais mon partage d'écran. Voilà. Viva Topics qui va lui apporter des connaissances à vos utilisateurs. Donc, dans l'utilisation de leur outil au quotidien, que ce soit Outlook, Teams ou SharePoint, l'idée, ça va être de pousser de l'information à l'utilisateur directement dans ces outils. Viva Topics va lui aussi utiliser l'intelligence artificielle pour aller rechercher, identifier, découvrir automatiquement des sujets sur votre organisation. Il va compiler toutes ces informations avec une brève description, avec des personnes qui travaillent par rapport à ce thème, des sites qu'il a repérés qui parlent de ce thème, et des fichiers et des pages associés à ces connaissances. Donc tout ça, c'est vraiment le système, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va faire toute cette partie de découverte. Et après, il y a quand même un travail utilisateur pour aller confirmer ces éléments découverts par Topics, pour venir les enrichir aussi. Et après, l'utilisateur a aussi possibilité de créer évidemment ses propres thèmes que le système n'aura pas forcément détectés. Donc on va retrouver au niveau de Viva Topics un centre de thématiques. On avait avec SharePoint Syntex un centre de contenu. Là, on va retrouver un centre de thématiques qui va nous permettre de créer nos différentes thématiques, de venir associer les différentes personnes, les différents fichiers, les différents sites qui sont liés à ces thématiques. Pour chacune de ces thématiques, on va retrouver une page thématique qui fait partie de cette collection de sites SharePoint. Le centre de thématique est lui aussi une collection de sites de SharePoint. Et puis après, les utilisateurs, ce qu'ils vont retrouver dans l'utilisation de leurs différents outils, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont rencontrer une thématique qui a été définie par le système, ils vont avoir les mots qui se mettent en surbrillance. Et quand ils vont passer la souris dessus, il y aura une carte de thématique qui va venir s'afficher à l'utilisateur, reprenant les différentes informations qu'on a autour de cette thématique. Donc on a parlé des personnes, on a parlé des fichiers, on a parlé des sites. Donc l'utilisateur va avoir directement l'information qui va à lui sur différentes thèmes, différentes connaissances. Et il va comme ça pouvoir être en relation avec d'autres ressources qui vont lui permettre d'acquérir plus de connaissances sur cette information, sur ce thème. On va retrouver au sein de Topic donc quatre nouveaux rôles. On va avoir les visionneurs de rubriques. Ça, c'est tous les utilisateurs auxquels on veut partager l'information, auxquels on va attribuer des licences Viva Topics. On va avoir les collaborateurs de rubriques qui, eux, vont venir modifier des rubriques ou en créer de nouvelles.
Ensuite, on va avoir le gestionnaire de connaissances, donc lui qui a vraiment un rôle clé, qui doit avoir aussi une bonne connaissance de toute l'information qu'il y a au sein de l'entreprise, pour savoir si une rubrique est pertinente ou non, et puis aussi parce qu'il connaît certainement très bien les personnes qui sont liées à ces différentes connaissances. Le gestionnaire de connaissances va lui aussi pouvoir afficher les rubriques qui sont suggérées par l'intelligence artificielle. Il va pouvoir examiner ces rubriques, les valider ou les rejeter, et aussi pouvoir supprimer des rubriques si on veut que les utilisateurs ne voient pas certaines rubriques. Et enfin, le dernier niveau, qui est l'administrateur de connaissances, donc qui est, lui va avoir au minimum un droit d'administrateur de SharePoint au sein de votre tenant, et qui va pouvoir paramétrer donc tous ces centres de connaissances en sélectionnant les sites SharePoint qu'on va pouvoir analyser pour ressortir des rubriques. On va pouvoir aussi donner des termes pour exclure certaines rubriques, et puis évidemment gérer les droits, désigner qui sont les gestionnaires de connaissances, qui sont les collaborateurs et les visionneurs. On a la possibilité de gérer les droits sur les rubriques. Alors, on verra que ces rubriques sont effectivement des pages d'une collection de sites SharePoint. On va pouvoir aller sur ces pages gérer les droits pour donner accès aux rubriques à tel ou tel utilisateur. Attention toutefois, au niveau de la maintenance par rapport à cette gestion de droits sur les pages, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à maintenir dans le temps. Et point très important, c'est que Topics ne va pas intervenir sur les droits d'accès aux différents contenus. C'est-à-dire qu'on peut créer une rubrique en disant que voilà, par rapport à cette rubrique, il y a tel site SharePoint qui est concerné, il y a tel fichier qui sont concernés, mais en fonction des droits de l'utilisateur, lorsqu'il va accéder à la page de cette rubrique, s'il n'a pas accès sur ces contenus ciblés, il ne les verra pas dans la page de la rubrique. Donc c'est vraiment la partie gestion de droits au niveau de SharePoint qui va afficher au niveau de la page de rubrique les informations qui vont être présentées à l'utilisateur. Les utilisateurs, s'ils n'ont pas les mêmes droits sur les éléments, ils n'auront pas les mêmes informations présentées sur la page de rubrique. Et ça va même un petit peu au-delà, c'est-à-dire que les pages de rubrique ne sont présentées aux utilisateurs que s'il y a un minimum d'informations suffisantes pour créer une rubrique. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur sur une rubrique en particulier peut avoir 5 sites associés et 100 fichiers. Donc là, pour lui, c'est pertinent de lui afficher cette rubrique et de lui afficher des informations liées à cette connaissance. Mais un utilisateur qui n'aurait pas accès à ces sites ou qui n'aurait pas accès à ces fichiers, si on n'a pas assez d'informations à lui présenter au sein de cette rubrique, et ben cette rubrique, en fait, il ne la verra même pas du tout. Aucun intérêt de lui présenter un thème en surbrillance où il viendra de passer la souris dessus et puis au final se retrouver avec une carte complètement vide parce qu'il n'a pas les droits de voir les éléments liés. Donc dans ce cas-là, on peut avoir en fonction des droits qui sont positionnés sur les éléments ciblés, des utilisateurs qui voient une rubrique et des utilisateurs qui ne la voient pas. Donc ça peut être aussi source de confusion en fonction des droits sur les éléments. Guillaume, on a une question. Oui. La question est de savoir si les Vivatopics s'intègrent. En fait, est-ce qu'ils intègrent plutôt la page SharePoint ou Teams? Est-ce qu'ils intègrent la page SharePoint ou Teams? Est-ce qu'on peut préciser la question du coup? Victoria, n'hésitez pas à prendre la parole, ce sera plus simple. Oui, bonjour, c'est juste qu'on a eu déjà une présentation sur les Vivatopics. Oui. Et quand on a regardé, c'était directement dans l'application Teams qu'on pourrait voir Vivatopics. Et il y avait une page intranet dedans. Donc, je me demande juste au niveau d'expérience utilisateur, comment ça se passe. Alors, il y a deux points. Il y a l'expérience utilisateur, on va dire côté collaborateur, gestionnaire, qui eux vont avoir accès au centre de connaissances pour aller paramétrer les rubriques, valider les rubriques suggérées par l'intelligence artificielle.
Donc ça va être effectivement un site SharePoint qu'on va pouvoir accéder au travers du navigateur. Mais ils ont créé aussi une application Teams qui s'appelle Topics, qu'on va venir pouvoir insérer directement dans ces applications Teams, qui n'est rien d'autre qu'une une exacte copie du site SharePoint qu'on pourra avoir dans le navigateur. C'est exactement les mêmes fonctionnalités, c'est exactement la même interface. D'accord, mais donc les topics, ils sont accessibles de SharePoint aussi. Et après, pour la partie utilisateur, voilà, les topics, ils vont venir s'afficher dans Teams, dans Outlook, dans SharePoint. Il va vraiment avoir les mots-clés de rubrique qui sont soulignés. Et l'utilisateur va pointer sa souris sur ces mots-clés et on va afficher une petite carte à l'utilisateur. Après, quand il veut en savoir plus, quand il va vouloir accéder à la page complète de la rubrique, là, ça va le rediriger sur SharePoint. D'accord, oui, merci, c'est clair. Merci. Au niveau cas d'utilisation, voilà, 2 petits cas d'utilisation, je vais faire rapidement parce que je voudrais avoir le temps de faire la partie démo sur Topics. Sur l'onboarding, l'arrivée des nouveaux employés ou alors quand ils changent de poste, qui doivent apprendre de nouvelles informations ou de nouveaux termes, leur pousser facilement l'information, les mettre rapidement en contact avec les bonnes personnes sur les sujets, leur donner un accès rapide aux dernières informations. Voilà, temps de recherche pour l'utilisateur vraiment réduit et le temps d'intégration du coup dans ces nouvelles équipes, dans ces nouvelles fonctions vraiment réduit aussi. Et un autre cas, voilà, en centre d'appel client, voilà, pour l'opérateur, trouver les bonnes informations au bon moment sans avoir à passer manuellement au travers de plusieurs bases de données, référentiels ou applications, ni à passer un appel au support niveau 2, niveau 3. Ce qu'on constate, c'est que les temps d'appel au support technique sont réduits. Le nombre de rappels du client réduit aussi. Alors, du coup, la satisfaction client augmente. Trouver l'information rapidement, facilement, sans avoir besoin de fermer son application, de passer sur une autre application, d'aller faire une recherche, etc. Au niveau licence, sur Topics, voilà, le mode de licensing est assez simple aussi, et c'est le même prix que pour Syntex. C'est 4,20 € par utilisateur par mois. Et donc au niveau de la mise en place de ces fonctionnalités, donc on va retrouver également dans le centre d'administration de Microsoft 365, ici dans la partie configuration, une fois qu'on a fait la souscription au service, on l'a vu rapidement tout à l'heure, parce que c'est dans la même catégorie fichiers et contenus. On a le traitement, je rafraîchis, un petit peu du mal. Bon, tant que ça arrive. Voilà, ici, fichiers et contenus, connecter les utilisateurs en connaissance. Une fois qu'on a activé ce module, ici dans la partie gestion, l'administrateur, donc là je suis vraiment en tant qu'administrateur de connaissances, donc j'ai les droits d'administration sur le Microsoft 365, je vais pouvoir sélectionner les sites SharePoint dans lesquels je veux pouvoir gérer des rubriques. Donc ici j'ai mis tous les sites. On peut exclure des thèmes, on peut cibler des mots-clés pour exclure des thèmes de la reconnaissance par l'intelligence artificielle. Au niveau de la visibilité, donc quels utilisateurs vont pouvoir accéder au thème. Donc on peut spécifier certains utilisateurs si on est sur une phase pilote par exemple au départ, ça peut être utile. Et au niveau des autorisations, donc quels vont être les collaborateurs, donc qui peut créer et modifier, et qui peut gérer les thèmes, donc les gestionnaires de connaissances dont on a parlé tout à l'heure. Et au niveau du centre de thématique, voilà, la collection de sites SharePoint qui va nous permettre de gérer tous nos différents thèmes. Ici, on a l'accès, on a l'adresse pour accéder directement au site. Donc, sur l'accueil de mon centre de connaissances, ici, je vois par exemple que le système, que l'intelligence artificielle me suggère une rubrique.
appelé Power Apps, parce qu'il a trouvé pas mal de ressources dans mes sites SharePoint liées à cette connaissance. Ici, j'ai des connaissances que j'ai déjà confirmées, des choses que le système avait déjà poussées comme information et que j'ai déjà confirmées. Donc ici, si je clique sur une page, je vais arriver sur une page de thématique sur laquelle je vais retrouver des personnes qui sont associées à cette thématique, des fichiers et des pages, des sites, et pouvoir tisser comme ça un réseau de rubriques connexes. Ici, quand je vais modifier mon fichier, modifier ma page, je vais pouvoir rajouter des personnes, des nouvelles personnes que je vais pouvoir épingler à cette rubrique, ajouter des nouveaux fichiers, des nouvelles pages qui sont présentes dans mes différents sites sur mon environnement Office 365 et ajouter de nouvelles rubriques. Les rubriques déjà existantes que je vais pouvoir lier à cette rubrique. Donc ici, alors sur Power Automate, je vais rien mettre, mais voilà, on retrouve les différentes rubriques qui sont déjà créées dans mon centre de connaissances. Donc ça, c'est pour la partie gestion, création de connaissances. Au final, on se retrouve avec une page par connaissance, et puis après, on peut faire des interconnexions entre les différentes rubriques. Ici, dans la partie gérer les sujets, je vais retrouver ici les suggestions qui me sont poussées par le système. Et après, je vais pouvoir retrouver les rubriques qui ont été confirmées et publiées dans mon organisation. À partir du moment où elles sont publiées, eh ben, les utilisateurs, lorsqu'ils vont naviguer sur les sites et qui vont trouver ces mots-clés liés à ces rubriques, eh ben, ils vont pouvoir afficher sous forme de petites cartes. Donc, c'est les cartes, comme on les a vues. Hop, si je clique ici, voilà à quoi ressemble la carte qui est présentée à l'utilisateur lorsqu'il tombe sur cette connaissance au sein d'un contenu dans Microsoft 365. Donc ça peut être dans Outlook, dans un mail, ça peut être dans un message Teams, ça peut être dans une page SharePoint. Et il va pouvoir passer la souris et afficher et voir les détails, donc qui sont les contacts liés à cette connaissance, quelles sont les différentes ressources. Donc voilà, dans la carte, on n'a pas toutes les informations, mais après, il aura le lien pour afficher tous les détails. Dans ce cas, il est redirigé vers la page correspondante dans le centre de connaissances. Et ici, il voit toutes les informations, tous les fichiers, tous les sites et toutes les rubriques associées à cette connaissance. Donc, toutes ces pages, on les retrouve ici dans le centre de connaissances. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, voilà, sur ces pages, on a la possibilité de gérer les accès pour donner accès aux utilisateurs à certaines connaissances et pas à d'autres. Et c'est cette partie-là qu'il faut faire un petit peu attention au niveau de la maintenance. Alors, j'ai pas de rubrique publiée, donc du coup, si je vais sur mes pages, là où j'ai les différents thèmes, je vais pas avoir les cartes qui s'affichent, mais en tout cas, voilà, le principe est là. Ces petites cartes qui vont venir s'afficher au sein de nos sites, au sein de nos emails, au sein de nos équipes Teams. Voilà, il me reste pile poil 2 minutes pour prendre les questions. Je vais regarder dans le chat s'il y avait d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à prendre à réactiver votre micro et à prendre la parole. Pas d'autres questions, en espérant que tout cela a été clair pour vous. En tout cas, c'est un sujet innovant, récent et assez, assez ancien pourtant, malgré tout, sur SharePoint. Ça fait des années qu'on parle de classement automatique et de diverses solutions de ce genre. Là, je dirais que maintenant, tout y est. Donc, il n'y a plus qu'à, et on se tient à votre disposition si vous avez besoin, bien sûr, de support ou si vous avez des questions, bien sûr, ou un projet. Voilà, merci à tous
Merci. Et bonne journée. Et on vous fera parvenir de toute façon l'enregistrement également de ce webinar. Voilà. Merci à tous. Bonne journée.